Mes très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Genor TV, salut. Je vous dis sincèrement merci dès l'entrée de jeu pour votre fidélité à notre chaîne qui est aussi la vôtre, la chaîne qui vous informe et qui vous forme en même temps, à l'occurrence Genor TV. La voix est de votre humble serviteur de tout le temps et de tout le jour, Franck Ojuvaldo. Je dis merci à notre équipe technique qui est chapeautée aujourd'hui par les deux maestros, en l'occurrence King Mboshi et Stani, qui sont accompagnés de Grace Ngalula. Nous avons reçu un invité pour nous. Il a été toujours de marque. Ce n'est pas la première fois que nous le recevons sur ce plateau. Je crois que ça peut être la 4e fois qu'il répond toujours à nos questions. C'est quelqu'un qui ne recule pas devant nos questions. À chaque fois que nous avons besoin de lui, il est là toujours pour répondre à nos questions. Là, je suis en train de parler de Maître Patrick Kayembe, à qui je dis bonjour. Bonjour Franck. Maître, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Je crois, oui, je suis très bien, je vais très bien. Le Seigneur nous a accordé sa grâce ce matin. Merci. Voilà, je crois que ce n'est pas la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Chaque fois que nous avons besoin de vous, vous avez été toujours disponible. Tout à fait. Pour répondre à notre invitation. Tout à fait, je suis très flatté de l'invitation que vous m'adressez et c'est de mon devoir de venir éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons décrypter le discours de votre candidat de l'IDPS et de l'Union sacrée en même temps. Là, je fais mention à son excellence. Je peux l'appeler déjà, je peux le considérer comme ça, parce que vous êtes sûr qu'il va passer. Tout à fait. Voilà. Je fais mention à son excellence John Kabeya. John Kabeya. John Kabeya Shikai. Voilà. Nous allons décrypter son discours devant l'Assemblée provinciale dans le cadre des campagnes qui ont débuté avant-hier. Mais avant cela, je voudrais que vous parliez un peu des propos qu'a tenu les journalistes Pero Louara. Je ne sais pas si vous le connaissez très bien. Bon, écoutez, monsieur Franck, j'ai du mal même à citer son nom. Mais ça, c'est pas la haine. Pas du tout. Mais je veux tout simplement, je constate malheureusement qu'il y a un problème d'éducation dans le chef de certaines personnes qui peuvent manquer la considération à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le représentant de la nation. Le représentant de la nation, en tenant des propos aussi discourtois, n'est-ce pas, tendant à porter atteinte à l'honneur, au symbole de l'unité nationale. Et je me rends tout de suite compte que nous avons affaire là à un délinquant. C'est un délinquant. Un délinquant, un déviant. Et d'ailleurs qui est récidiviste. Parce qu'il n'est pas son premier forfait. C'est pas la première fois. Il n'est pas son premier forfait. Et pour cela, il faudrait que non seulement des organes disciplinaires, n'est-ce pas, qui gèrent les journalistes, puissent l'interpeller, mais aussi que le ministère public puisse actionner l'action publique. Pour qu'il réponde. Il y a déjà une action publique déclenchée. Je dis que c'est un déviant, c'est un récidiviste. Et par rapport aux faits dont vous faites allusion, il n'est pas recherché pour ça. Sur le plan des droits, ces faits constituent une infraction? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un délinquant. Ce n'est pas au nom de la liberté d'expression? Non. Voilà que les gens comprennent à tort la liberté d'expression, surtout ceux-là qui veulent se victimiser, n'est-ce pas? Là où la liberté de chacun commence, c'est là où doit s'arrêter la liberté des autres. On ne peut pas prétendre au nom de la liberté d'expression
d'outrepasser ou de violer les lois du pays. Il y a des règles en matière pénale qui répriment certains comportements déviants. Tel est le cas des propos diffamatoires, des propos portant atteinte à l'honneur des personnalités, des injures. Il a même parlé de la libido du président de la République. Ces genres de propos ne relèvent pas de la liberté d'expression, mais peuvent plutôt être érigés en infraction. Voilà pourquoi nous voulons, puisque nous parlons de l'état de droit aujourd'hui, que la justice fasse son travail. Parce qu'au moins, pendant ces temps, sous le règne de Félix Tshisekedi, la justice fait normalement son travail. Et elle est active. Et le droit s'éradique. Maintenant, qui l'a créé en justice? Bon, il a beaucoup de dossiers. Non, ce n'est même pas le président de la République. Le procureur s'est saisi d'office. Non, ce n'est pas le président de la République, ce n'est même pas la famille Tshisekedi, mais à ma connaissance, il y a la famille du ministre des Hydrocarbures. Boudimbo. Oui, parce qu'il a aussi tenu des propos diffamatoires vis-à-vis du ministre Boudimbo. Pourquoi j'ai dit que c'était un récidiviste? Donc il n'a aucune considération à l'endroit des autorités publiques. Allez-vous appeler ça liberté de la presse ou liberté d'expression? D'ailleurs, nous avons un extrait ici d'une émission que Boudimbo était en face des 3 journalistes et Pierrot Louara était aussi là. Il a recadré dans cette émission. Là, je vais demander d'abord au maestro de pouvoir balancer d'abord cet extrait-là pour que nos téléspectateurs suivent ça. Tout à fait. Voilà. Vous avez parlé du président Fachi, béton comme je l'appelle. Vous avez parlé... Non, il ne faut pas rigoler, c'est un vrai béton. Vous avez parlé de lui, il est arrivé, nous sommes là. Le béton là, on l'attend sur les résultats. Hein. Oui, les résultats sont là. Déjà, vous êtes là, c'est ça. Mais vous êtes le premier résultat, monsieur Fébou. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes là, ça fait 3 ans. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes le premier résultat. Lesquels? Comment ça? Vous êtes là, ça fait 3 ans. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes le premier résultat. Lesquels? Comment ça? Vous vous mettez à parler. À l'époque, vous aurez pu parler comme ça. Vous le faites parce que Fatih Béton est là. Vous êtes le premier résultat. Mais je veux dire, en continuité de l'État, les gens attendaient stop net, on allait stopper les choses et changer. Monsieur Djessi, quelque chose qui a été déformé. L'espoir s'amoindrir, l'espoir que les gens avaient sur vous. Ça, c'est vous qui donnez ça. C'est l'image que vous voulez donner. Et j'appelle ça de la manipulation. J'appelle ça de la manipulation. Rentrons juste 4 ans en arrière. M. Perrault aurait pu faire tout ce qu'il fait. Quand il dit ses coups de gueule, quand il parle, ah voilà, ah ouais, Fachi, Félix, comme si c'est son ami, quand il fait ça, il y a 3-4 ans passés, il se serait permis de le faire. Ok, je pense que vous avez suivi comment le ministre Didier Boudimbo a recadré Pierrot Louara par rapport à ses propos. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'il tient ses propos. Il n'est pas son premier forfait. C'est un récidiviste et il doit subir la rigueur de la loi. Il est allé même jusqu'à demander pardon à Kabila. Non, vous savez, nous sommes dans un monde, dans un pays où les gens sont amnésiques. C'est le cas de celui dont vous parlez. Est-ce qu'il peut aujourd'hui demander pardon? D'abord, comparer le régime passé, caractérisé comme étant un régime sanguinaire, un régime impitoyable, au régime, n'est-ce pas, dirigé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, où on prend l'état de droit, où la liberté d'expression est garantie, n'est-ce pas? Depuis qu'il est là, combien de journalistes ont été assassinés? Depuis que le président Félix est à la tête et combien de Chebeya ont été tués? Il y a eu combien d'activistes de droits de l'homme qui ont été assassinés? Il y a de cela 3 ans. Depuis que le président Félix est là, combien de chaînes de radio ou de télévision
ont été injustement fermés. Ils émettent en toute liberté. Il y a la liberté qui est garantie. Mais vous voyez quelqu'un là qui s'élève un certain matin parce qu'il a été, je ne sais pas, soudoyé, n'est-ce pas, pour essayer de dénigrer la personne du président de la République et tenir des propos désobligeants à son endroit. Ce qui est inadmissible. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, la famille politique de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que vous avez fait? À ma connaissance, jusque-là, il y a... Parce que là, vous venez de dire que c'est la famille biologique du ministre Didier Boudimbo qui l'a attrayé en justice. Maintenant, par rapport aux propos tenus contre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que vous, comme sa famille politique, avez fait? Écoutez, même si rien n'est fait, n'est-ce pas, jusque-là, par la famille politique, étant donné que les faits sont patents, le ministère public peut se saisir d'office et ouvrir une action. Parce que là, il a même touché aussi votre secrétaire général. Hein? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Il a dit que c'était... Parce que j'essaie... Il vendait les carburants. J'essaie d'ailleurs que nous ne pouvons pas... Jean-Marc Kaboun qui était venu par cargo à Kinshasa et aujourd'hui il s'est fait soigner en Europe. Il est devenu millionnaire, maître. C'est un monsieur qui est à la quête de la popularité, il fait le populisme ou tout ça, il est fait pour des raisons de consommation. En tout cas, ne cherchez pas à le faire valoir plus, ces messieurs-là. Mais tout simplement, je crois que le ministère public va se saisir, n'est-ce pas, de tous ces faits et il va répondre de ses actes. C'est une des brebis galeuses. Et on ne peut pas avoir dans notre presse ces genres, n'est-ce pas, des journalistes, évidemment, entre guillemets. Ça, c'est pas un journaliste, ça. C'est un pseudo-journaliste. Un pseudo-journaliste. Qui n'a rien, alors, d'éthique et de la déontologie professionnelle. Voilà, merci beaucoup, maître. Nous allons maintenant parler, nous allons décrypter les discours de votre candidat. Génor TV était là et cette plénière était passée en direct. Tout à fait. Voilà, tout le monde a eu à suivre les discours de votre candidat, son Excellence John Kabeya Shikai. Oui. Il a dit qu'il a 4 objectifs qui s'étaient assignés, dont le premier est politico-administratif, le deuxième juridico-sécuritaire, le troisième économico-financier et le quatrième reconstruction dans les secteurs socio-culturels et environnementaux. Et de ces secteurs, il a ressorti 10 piliers, dont le premier est la sécurité, la paix, l'administration et l'état des droits. J'aimerais que nous nous attardions d'abord sur ces premiers piliers-là. Et quand il parle de la sécurité, la paix, l'administration et l'état des droits, est-ce que dans une année, il sera vraiment à mesure de satisfaire vraiment ses besoins? Merci encore, M. Franck, pour la question. Avant de répondre à votre question, permettez que nous puissions rappeler à vos multiples téléspectateurs que la présentation, n'est-ce pas, du projet de société... S'il vous plaît, maître, là, je suis en face du président sectionnaire de l'IDPES, Tshisekedi, de la section Kananga 1. C'est lui qui parle. Il parle en qualité du sectionnaire de l'IDPES, de la section Kananga 1, et non en qualité de l'avocat. Voilà. Tout à fait. Il faut dire que la présentation du projet de société s'inscrit naturellement dans le cadre de l'exercice démocratique. Et mon candidat, c'est lui que je préfère appeler l'homme providentiel. Ou mieux, le candidat du peuple s'est livré efficacement, avec compétence, à cet exercice. Cela étant dit, prenons parole.
mon candidat, Kabeya Shikai John, a axé son projet de société dans la logique du programme quinquennal du président de la République. Bien évidemment, tout en s'adaptant à nos réalités, tout en tenant compte de nos réalités. N'est-ce pas? En vertu du principe d'adaptation ou de mutabilité. De mutabilité. Et en s'inscrivant dans la logique du président de la République, mon candidat a bien voulu, n'est-ce pas, démontrer aux députés provinciaux élus légitimes de la population centre-kassaïenne qu'il est le meilleur qui va devoir matérialiser la vision du président de la République dans les temps qui restent. Dans une année, ça sera possible. Et il le fera, parce que la volonté politique est là. Et il faut dire que ce discours, je relevais que c'est un discours où ça a été un discours projet de société réaliste. Réaliste et très équilibré. Dans la mesure où il a axé son discours, n'est-ce pas, ou son projet, tenant compte des différents secteurs de la vie de la population. Et il a tenu compte, n'est-ce pas, dans son discours, au fait que le peuple doit être au centre de sa politique. En restant dans la vision. Maître, ce n'est pas un discours politique, ça. Ce n'est pas de la démagogie. Non, écoutez, nous sommes d'abord... C'est comme ça que la population considère toujours le discours politique. Non, il faut d'abord dire que nous sommes politiques. Et en tant que politique, quand nous avons un projet, nous présentons un projet de société, il faudrait maintenant qu'il y ait la volonté qui va devoir accompagner nos actions. Et la seule qui peut matérialiser cette vision du président de la République, parce que depuis maintenant 3 ans, la vision du chef de l'État n'est pas du tout matérialisée en province. Donc vous le reconnaissez aussi quand même. Parce que maintenant, l'UDPS, à la tête de cette province, la vision du président de la République sera matérialisée. Et cela ressort clairement du projet de société. Maître, mais celui qui était là, qui a fait 2 ans, qui a fait l'intérim de Kabouya, oui, de Kamoukouni, donc l'intérimaire de l'intérimaire, il est de l'UDPS, l'actuel gouverneur ici. Bon, je crois que... Il est de l'UDPS, mais il a fait 2 ans. Je crois... Quand celui qui va accéder, il ne fera qu'une année. Je crois qu'à ma connaissance, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. C'est lui qui a fait l'intérim, n'a pas été porté par l'UDPS pour présider à la destinée de la province, pour gérer ou diriger la province. Là, c'est un autre débat. Mais moi, je parle d'abord de mon candidat, n'est-ce pas, l'homme providentiel et le candidat du peuple, Kabeya Shikai John, qui est ça va rester le candidat, n'est-ce pas, repris sur la liste de l'UDPS, Tshisekedi, mon parti. Ça ne va pas vous rattraper un jour, maître. Parce que ça va rester sur notre chaîne. Qu'est-ce qui va me rattraper? Il a promis beaucoup de choses ici. Non, c'est ça. Nous sommes en train maintenant de décrypter. Les réaliser toutes? Non, évidemment. C'est-à-dire que le gouverneur a présenté son projet. Parce que d'aucuns pensent qu'il devait normalement se focaliser sur les prioritaires.
au lieu de ramasser tout. Parce que tout ce qu'il a évoqué dans son discours, en ayant une année, est-ce qu'il sera en mesure vraiment de le réaliser? Et au cas où il ne réalisait pas tout cela. Et il faut encore préciser que, le temps qui nous reste, ou bien le projet qu'il présente, ce n'est pas pour une année, parce qu'une année c'est 12 mois. Nous sommes au mois d'avril, n'est-ce pas, ou de mai. Ce n'est pas un projet qui va aller jusqu'au mois de mai 2023. Mais si vous avez bien suivi, son discours, il a même étalé, n'est-ce pas, c'est là dans le temps. Il a dit que ça va partir du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de mars 2023, soit 20 mois. N'est-ce pas? Et dans la programmation sur le 20 mois, il a décliné, n'est-ce pas, ce que sera sa vision, ce qu'il devra faire. Et c'est ce que nous sommes en train de décrypter, n'est-ce pas, ce jour. Voilà. Cela étant dit, vous avez souhaité, pour des raisons d'ordre méthodologique, n'est-ce pas, que nous puissions d'abord décrypter le premier secteur. N'est-ce pas, qui a porté bien évidemment sur la sécurité, la paix, l'administration et l'état de droit. Voilà, parlons d'abord de la sécurité. Voilà. Sur le plan de la sécurité. Et ce que j'ai aimé dans ces discours, c'est qu'il a eu, n'est-ce pas, à présenter son programme ou son projet en tenant compte de priorités. N'est-ce pas? Il commence par la sécurité. La sécurité doit être une grande priorité. Sans sécurité, il n'y a rien qui pourra marcher. Même l'économie. N'est-ce pas? Parce qu'on dit que les capitaux ont toujours fui le bruit des bottes. Il fallait commencer par l'aspect sécuritaire. Nul n'ignore que nous sommes une région post-conflit. Après les événements de triste mémoire, cher Franck, que vous connaissez, du phénomène Kamwina Nsapu, il est temps, n'est-ce pas, nous, Centre Kassaïen, d'accompagner le gouverneur, ou le candidat gouverneur, John Kabea, à ce que la sécurité soit consolidée. Et vous savez que cette histoire d'insécurité dans cette province nous a été injustement imposée. Par qui? Une histoire instrumentalisée. Par qui? Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas, maître, c'est à vous de le dire. Oui, par les ennemis de la République. Quels sont ces ennemis, maître? Mais tous ces ténors de l'ancien régime. Mais ce sont eux qui nous ont imposé cette crise indescriptible dans la région. On n'a jamais connu ce phénomène. Mais parce que je vous disais que c'était un régime des sanguinaires. Ou mieux, des potentats sanguinaires. Maître, mais vous avez déjà fait 4 ans. Des régimes impitoyables. Pouvoir. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure vraiment de terminer cette histoire de l'insécurité à ce côté? Parce que non, nous parlons dans la région. D'abord, oui, je suis dans la région. Je parle de la région, oui. Oui, oui. Je parle de la région. Et pendant les 4 ans, vous n'êtes pas en mesure. Il faudrait attendre que John Kabea vienne, qu'il prenne le pouvoir ici pour qu'il termine avec ça. Mais pendant ces 4 ans ici, pourquoi vous n'avez pas mis fin à cette insécurité? Depuis que le président Félix est là, il y a dans les zones où il y avait une forte insécurité, n'est-ce pas, le calme qui est. C'est-à-dire qu'il y a déjà du calme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il faudrait renforcer. C'est-à-dire que ce n'est pas prioritaire. Non, écoutez, n'est-ce pas? Dans ces zones-là, ou mieux parler d'accalmie. Voilà, il faudrait parler d'accalmie. Voilà. Dans des zones où il y avait une forte insécurité. Ok? Et il faudrait maintenant
renforcer les capacités, ok, de nos services de l'ordre et de sécurité pour que la paix règne totalement dans toutes ces zones-là. Il a parlé de la logistique de la police. Et il a dit, effectivement... Est-ce qu'il aura vraiment l'argent? Non, c'est un problème des visions. Les policiers n'ont pas de tenue, ils n'ont pas vraiment d'équipement, tout ça. Non, pour le maintien d'abord de la sécurité, le renforcement de la sécurité, il a parlé, n'est-ce pas, du renforcement des capacités de nos forces de l'ordre. N'est-ce pas? Évidemment. Ça, c'est pas la première fois. Des renforcements. Quand la MONUSCO était ici. Oui, les renforcements des capacités de nos forces de l'ordre et de sécurité, n'est-ce pas? Bien évidemment, en les équipant sur le plan de la logistique. N'est-ce pas? Je pense que notre police a des moyens de locomotion, n'est-ce pas? Et il faudrait tout simplement renforcer et peut-être bien entretenir, penser peut-être, n'est-ce pas, à la réparation de ce qui est foutu, n'est-ce pas, doter suffisamment du carburant pour la mobilité de tout ce moyen de transport, n'est-ce pas, de nos services de l'ordre et de sécurité, n'est-ce pas? C'est ça sa priorité. Parce qu'on ne doit pas observer un seul coin qui ne soit pas sous le contrôle de nos forces de l'ordre et de sécurité. Sur toute l'étendue de la province. Pas un seul coin, sans contrôle de forces de l'ordre et de sécurité. Voilà pourquoi il dit que nous devons les renforcer. Sur le plan logistique. Et aussi sur le plan technique. Maître, parlons maintenant de la paix. N'est-ce pas? Et aussi, par rapport toujours à la sécurité, il a parlé du renforcement. Vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à la sécurité. Il y a un élément aussi important ou deux. Voilà. On doit renforcer la cohabitation entre les agents de l'ordre et la population civile. Voilà. Parce que, cher Franck, nos téléspectateurs doivent le savoir, que la sécurité est l'affaire de tous. La sécurité n'est pas l'affaire du gouverneur de province seul, mais c'est l'affaire de tous, n'est-ce pas? Et alors, il faudrait qu'il y ait cette cohabitation entre notre population et les agents de l'ordre et de sécurité. Pour dénoncer tout mouvement suspect, n'est-ce pas, auprès des services de sécurité. Pour que nous puissions vivre dans la paix, la sécurité ou la sérénité. Au niveau de notre province. Vous savez qu'il y a toujours des intrus. Des gens qui sont là dans la population. Et la population, c'est qui est qui. Au niveau de nos avenues, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos localités. Pour renforcer cette transparence, il faudrait qu'il y ait une cohabitation pacifique entre la population et les services. Mais par rapport... Et alors, dans ces cas, la population, dès qu'il y a une cohabitation pacifique, aura confiance dans sa police. Maître, parce que vous avez évoqué cet élément-là de l'insécurité ou de l'harmonie entre les éléments de l'ordre et la population. Mais la population ne fait qu'accuser ces éléments de l'ordre d'être à la base de cette insécurité qui se vit actuellement dans notre province. Si la population... Les numéros verts qui donnent toujours, et quand ils tentent d'appeler ces numéros-là, les téléphones sonnent entre les mains des mêmes bandits qui sont devant leurs portes. C'est ce que la population dit toujours. Alors c'est comme si... Voilà pourquoi j'ai dit... C'est toujours ces agents de sécurité et de l'ordre public qui sont à la base de cette insécurité qui se vit dans la province. Voilà pourquoi j'ai dit... Je ne veux pas jeter ici l'anathème, n'est-ce pas, sur nos services de l'ordre et de sécurité. Mais condamner quand même ces comportements. S'il y en a... Non, pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas, décryptons le projet de société de mon candidat gouverneur. Il parle de la cohabitation. Il veut renforcer cette cohabitation-là. Si la population était méfiante vis-à-vis des services de l'ordre et de sécurité, parmi ses priorités, le gouverneur de province
tient d'abord à renforcer la cohabitation entre la population et les services de l'ordre et de sécurité. Pour que la population ait confiance dans sa police. Pour que la population ait confiance dans son armée. Cette police est la police du peuple. Voilà. Elle est là pour maintenir l'ordre et la sécurité. C'est le peuple qui est au centre de la politique. Maintenant, il va procéder comment? Évidemment. Pour maintenir cette harmonie entre les services de sécurité. Non, c'est-à-dire qu'il veut renforcer la cohabitation. Oui, donc renforcer la cohabitation. Voilà. Il va procéder comment? Non, évidemment. N'est-ce pas, dans le plan du gouverneur, dans son projet, lorsqu'il dit qu'il veut renforcer cette cohabitation, n'est-ce pas, il va mettre en complicité certaines organisations de la société civile, n'est-ce pas seulement le politique, les organisations de la société civile qui interviennent généralement dans ce genre de thématiques. On peut recourir à eux aussi, n'est-ce pas, pour qu'on renforce cette cohabitation pacifique. Parce que je sais qu'il y a la société civile qui se déploie pour qu'il y ait cette cohabitation entre la population et la police et ou les services de sécurité. Je pense que l'autorité viendra pour renforcer cela, n'est-ce pas? Avec la complicité de nos frères activistes de la société civile, n'est-ce pas? Ils vont aider le politique pour que cela soit matérialisé ou concrétisé. D'accord, parlons maintenant de la paix. Et ce n'est pas fini. Suivez, il y a encore un élément sur le plan de la sécurité. Il a parlé aussi de la lutte contre les tracasseries policières, administratives et militaires. N'est-ce pas? C'est que quand l'autorité dit qu'il faut lutter contre les tracasseries, n'est-ce pas? C'est qu'il fait de la lutte contre toute forme de tracasserie son cheval de bataille. N'est-ce pas? Et que, puisque l'homme ou le peuple est au centre de sa politique, il veut que sa population vive dans la paix et la sérénité. Et toute forme de tracasserie ne sera pas tolérée. Voilà. Sous son mandat. Sous son mandat. Le temps qui reste. Merci beaucoup. Je pense que vous avez terminé tous les éléments. Sur le plan de la sécurité, ce sont les éléments que j'ai pris pour décrypter. Sur le plan de la sécurité. Maintenant, nous allons aborder sur le plan de la paix. Voilà. Il a promis qu'il va créer l'harmonie et les concordes entre la population. Oui. Est-ce qu'ici à Kananga, il y a cette mésentente-là entre la population? Écoutez, gérer, c'est prévoir. Vous avez affaire... Il y en a ceux qui disent que ce n'était pas une priorité. Non, parce que, non, il y a des gens, les détracteurs ne peuvent que dire ça. Vit en paix. Les détracteurs ne peuvent que dire ça, n'est-ce pas? Les détracteurs ne peuvent que dire ça. Parce qu'ils ne sont pas visionnaires. Mais un visionnaire, ok, il prévoit. C'est ça la preuve d'un bon leader. Parce que gérer, c'est aussi prévoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir la culture de la paix entre la population. Nous avons toujours été réputés, la province du Kasaï central, n'est-ce pas, d'être un oasis de paix. Ok? Et il faudrait que cette caractéristique nous accompagne partout. Mais cette paix a été brisée. La paix est le corollaire de la sécurité. Voilà. Cette paix a été brisée par les ennemis de la République. Cette région qui était réputée depuis des siècles, depuis des lustres, comme étant un oasis de paix, a été caractérisée par un conflit, n'est-ce pas, instrumentalisé par des politiques en quête de positionnement. Et il faudrait maintenant qu'il y ait un visionnaire
qui viennent vous dire nous devons promouvoir la culture de la paix. Parce que nous avons toujours été réputés comme étant un oasis de paix. Et il vous dit également que nous devons instaurer un dialogue permanent pour le règlement des conflits. Est-ce que vous saviez qu'après les événements de Kamwina Nsapu, nos peuples, entre eux, s'entretuaient? Oui. Les gens partaient de Dibaya, ils vont à Kazumba, et ils ne se supportaient plus, ils devaient s'entretuer. Oui. Ils vont à Luisa, ils devaient s'entretuer. Parce qu'il y avait une main noire derrière. Il y avait des gens qui instrumentalisaient. Et quand vous avez un visionnaire, il vous dit, quand je viens, il faudrait que nous puissions promouvoir cette culture. Du dialogue permanent. Dans notre culture, en cas de problème, nous nous mettons autour d'une table. Pour discuter. Pour discuter. Pour dialoguer. Voilà. Pour dialoguer. N'est-ce pas? C'est de notre manière pacifique de règlement de nos différends, de nos conflits. On n'a jamais connu le bruit des bottes. Oui. On n'a jamais connu la guerre dans cette région. Ou mieux, si vous voulez, des conflits armés dans la région. Mais parce qu'il y a toujours des personnes qui sont ennemis du peuple et qui tentent de revenir, qui ont ensanglanté la province, mais par amnésie, on se transforme en laudateur, donneur des leçons, n'est-ce pas, de ces gens. Ils n'ont aucune leçon à donner. Ils ont plongé cette province dans le sang. Beaucoup de nos frères sont morts. Beaucoup d'orphelins sont restés. Beaucoup de veuves sont là. Beaucoup de familles ont été détruites. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Gaza. C'était presque un génocide. Mais personne où on s'est organisé pour venir exterminer un peuple par l'ancien régime. Et on oublie ça aujourd'hui. On vient soudoyer les faibles d'esprit. Cette province qui n'a jamais connu ça, mais on l'a connu. Mais quand un gouverneur, un visionnaire vient, il vous dit voilà, nous devons toujours régler nos conflits comme on l'a toujours fait. Depuis nos aïeux, depuis nos ancêtres. Nous devons promouvoir la culture de la paix. Parce qu'il est visionnaire. Il dit les ennemis de la République, on ne peut pas les accepter. Quand ils viennent, ils disent que nous devons terminer nos conflits ou bien nos différends au moyen des armes. Nous disons non. Nous avons notre manière de régler nos conflits. C'est le dialogue. Nous discutons entre nous, nous parlons. Et pourquoi vous refusez, depuis nos aïeux. Pourquoi vous refusez les dialogues proposés par la Senko et la Mouka? Parce que ce dialogue-là... Si tel est le cas, oui. Pourquoi vous refusez ce dialogue-là? C'est un autre débat. Et ces dialogues-là... Parce que vous parlez du dialogue. Oui, nous sommes dans un contexte provincial, mais quand vous me ramenez là-bas... Nous sommes en politique. Oui, je vais vous dire que sur le plan politique, le dialogue là-bas est inopportun. Inopportun pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la loi électorale est en train d'être débattue au niveau de l'hémicycle. Et le cadre approprié, où tous les représentants du peuple, de toutes nos tribus, de tous nos territoires, se retrouvent, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Où tous nos territoires sont représentés. Et là, s'il y a à discuter, s'il y a à parler, c'est au niveau de l'Assemblée. D'accord, merci beaucoup maître. Je ne vais pas vous amener là-bas. Je crois que nous allons organiser
une émission pour parler de ce dialogue-là qui est sollicité par la Mouka. Un dialogue qui est inopportun. Nous allons parler de ça. Qui est inopportun. Ce sont des aigris, n'est-ce pas, en quête, en perpétuelle quête de positionnement. Voilà. Voilà. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Patrick. Il est président sectionnaire de l'IDPS Tshisekedi, oui. Précisément de la section Kananga. C'est lui qui parle. Il est en train de décrypter le discours de son candidat, John Kabeya Shikai. Voilà, là vous étiez en train de parler. Je parlais, n'est-ce pas, sur le plan de la paix. Il y a quelque chose que nous allons encore aborder. D'accord. Voilà. Sur le plan de la paix, nous disions qu'il a dit nous devons instaurer, n'est-ce pas, un cas de dialogue permanent. N'est-ce pas, pour le règlement pacifique de nos différends. Et aussi, nous devons favoriser la cohésion sociale. Ok? Nous sommes dans une province où il y a plusieurs tribus, n'est-ce pas? Nous devons favoriser cette cohésion sociale. Le bien vouloir vivre ensemble. Déjà, n'est-ce pas? Nous avons toujours été caractérisés par cette hospitalité légendaire. Mais on dit que vous avez refoulé les Bandundoa ici, à Kananga. Qui l'a fait? Qui l'a vu et qui il y a une publication qui a fait le tour des réseaux sociaux. Vous savez, les détracteurs, à certains les détracteurs ne peuvent que dire ça. Les détracteurs ne peuvent que dire ça. Nous sommes la province. Vous êtes traité de nous sommes la province qui accepte tout le monde. Vous voulez qu'on vous supporte là-bas, qu'on vous accepte au Katanga, tandis qu'ici vous avez chassé les Bandundoa. Nous cohabitons avec tout le monde et nous favorisons toujours la cohésion sociale. Dans la province du Kasaï central, la population centre-kassaïenne a toujours été hospitalière. On reçoit nos frères qui viennent de partout. Si nous acceptons les expatriés, à combien plus forte raison ne pouvons-nous pas accepter nos frères congolais? D'accord. Ils sont frères. Vous pouvez continuer. Voilà. Donc, favoriser la cohésion sociale. Il est là aussi pour ça. Il ne viendra pas pour dire, il ne viendra pas avec une politique d'exclusion. Des Buena, de Bukwa. Voilà. Non. Il vient pour que nous puissions favoriser cette cohésion. Parce que quand nous sommes un peuple uni, nous sommes forts. Quand nous sommes unis, nous pouvons ensemble relever le défi qui est le nôtre. Voilà, maître, nous pouvons parler maintenant de l'état des droits. Oui. Je crois, vous avez beaucoup de choses à dire. Oui. Vous avez beaucoup de choses à dire. Si je vous laissais le micro, en tout cas, ça ne va pas terminer aujourd'hui. Parlons de l'état des droits. J'aimerais que... Il y a encore un élément qui reste là-bas. Non, je voudrais tout simplement... Je sais que je suis devant Maître Patrick. Oui, Franck. Je voudrais, parce que nous sommes en train de décrypter, le projet de société... De votre candidat. De mon candidat gouverneur. Si voilà. Je vous ai dit au départ que c'était un projet de société réaliste. N'est-ce pas? Et vraiment équilibré. Très équilibré. N'est-ce pas? Avant de parler de l'état de droit, il a aussi placé un mot sur l'administration. Oui, l'administration. Il faut qu'on aborde d'abord ce point. Voilà. L'administration. Sur ce point, il a parlé de la réhabilitation. Il a parlé de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas l'administration sur la province? Si vous avez bien suivi, vous étiez là, il a parlé d'abord, n'est-ce pas, de mettre les agents et fonctionnaires de l'État dans de bonnes conditions. Vous savez, les rendements, n'est-ce pas, est aussi tributaire des conditions de travail. Maître, parlons d'abord de ça. Mettre les agents dans de bonnes conditions. Voilà. Avec quels moyens? Voilà. Parce que d'abord, nous avons des problèmes ici de recettes. Oui. La rétrocession ne retourne même pas. Oui. Nous avons les agents qui sont là, impayés pendant plusieurs mois. Il y a d'autres qui sont venus me voir, qui se plaignent. Ils sont impayés pendant plusieurs mois. Je ne sais pas. Avec quels moyens qui pourra mettre les agents de l'État? Parce que vous avez bien voulu aujourd'hui, pour des raisons méthodologiques, que nous puissions nous atteler sur le premier secteur. Le premier secteur. Parce que puisque vous parlez des GERCOC, là nous sommes dans les secteurs de l'économie et finances. Voilà. N'est-ce pas? Mais évidemment, dans son projet de société, il a dit, n'est-ce pas, comment il allait procéder, qu'est-ce qu'il devait faire pour renforcer les capacités, n'est-ce pas, des agents de la DGERCOC, qui est notre régie
financière. Pour mobiliser les... N'est-ce pas? les oui, oui. Pour mobiliser les recettes des provinces et aussi... Mais là, il y aura beaucoup de tracasseries, maître. Non, pas de tracasseries. Là, il a combattu les tracasseries administratives. Mais de l'autre côté, s'il va renforcer les capacités de ces agents de régie financière, d'une manière indirecte... Non seulement renforcer les capacités, mais aussi aider la population, n'est-ce pas, à intérioriser la culture ou la véritable culture fiscale. Ok. Il n'existe pas d'impôts et de taxes que si cela est prévu par une loi. Non, mais n'est-ce pas? Les taxes et les impôts sont prévus par des actes juridiques. J'ai reçu un commerçant de cette ville. Il a déploré. Je lui ai posé la question. Je veux qu'on puisse nous balancer un peu cet extrait-là. De Papa Evo, il est l'un des commerçants de Kananga ici. Je lui ai posé la question, pourquoi vous ne construisez pas ici? Vous voulez construire ailleurs, à Lubumbashi, partout, à Kinshasa, et ici, vous ne voulez pas construire. Voilà pourquoi on vous menace partout. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'ici, le problème c'est que quand vous créez une activité, les agents de l'État vont s'abattre sur vous, vous n'allez pas respirer, ils vont proliférer les taxes et les impôts qui n'existent même pas. Et ces tracasseries-là font fuir beaucoup d'investisseurs qui viennent pour investir ici en province. Bon, cher Franck. Et maintenant, maintenant quand vous parlez des renforcements des capacités des agents des GERCOC ou des régies financières locales, c'est pas pour multiplier des taxes. Et cela ne va pas faire fuir encore des investisseurs. Non, non, bien au contraire. Je veux d'abord qu'on nous balance cet extrait. Oui. De Papa Ivo, ce commerçant qui parle des tracasseries des agents de l'État. Comprendre, hein? Vraiment, il faut que le gouvernement ait pourquoi? Ceux qui sont investisseurs, ils sont mbongo, bazo bimba bamboko, bazo kende balubumbashi, Kinshasa, bazo kende pona babongi saba, bazo kende ko sala misala kuna pona ba faire avancer ba misala na bango. Pourquoi? Parce que awa, ce qu'on fongoli parfois magasin monene. Magasin monene, ata muke. Là ba impôt. Ba impôt, taxe les kimingi. O ko sala musala te. Tozala baninga na biso tozala sala ba misala. Nyonso ba kimi kana. Parce que yo za grand commerçant na mboko ya batu nyonso ba kimi. Ba vandeli na bakisasa ba Lubumbashi ba kepo nani parce que d'abord taxe les kimingi. Mboka mbongo ezala kate. Bon bango taxe les kimingi faut pas ko tala ke non. Pero ni batu bazo le keza bien te. Donc il fallait gouvernement matala likamwana. Balobaka trop d'impôts sur l'impôt. Ba impôt na ba taxe les sommes doit créer une activité na kananga ba impôt na ba taxe les qui. Voilà, je crois que vous l'avez suivi. Oui. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, vous ne voyez pas que vous allez faire fuir les investisseurs? Bien au contraire, cher Franck. J'aimerais vous dire que les taxes et les impôts sont prévus. Oui, les taxes sont prévues, ça va. Voilà. Ouais. Si un agent venait vers un opérateur économique, n'est-ce pas, brandir ce qu'il appelle taxe ou impôt non prévu, n'est-ce pas, l'opérateur économique ne peut pas payer. Par contre, on peut traîner pareil agent devant les instances judiciaires. Donc il faudrait que notre cher papa se fasse accompagner aussi dans ses activités des conseillers juridiques. On ne paye que ce qui est prévu. Ce qui est prévu. N'est-ce pas? Parce que on doit savoir quels sont les éléments d'assiette, n'est-ce pas? Et il faut savoir quel est l'effet, si vous voulez, le fait générateur. N'est-ce pas? Quel est l'effet générateur de la taxe ou de l'impôt? On ne peut pas payer quand on ne connaît même pas le fait générateur de la taxe ou de l'impôt. Et on doit connaître aussi surtout la base légale. On commence par là. La base légale de la taxe ou de l'impôt. Quand ils viennent vers vous, posez la question, quelle est la base légale? S'il y a une base légale, il faudrait, n'est-ce pas, payer en bon citoyen vos impôts et taxes. C'est l'unique moyen de donner à la province les moyens de sa politique. Parce que l'État ou ses démembrements dans les provinces
n'est-ce pas, ne peut vivre que des taxes et impôts payés par des assujettis contribuables. N'est-ce pas? Continuez. Voilà. Sur le plan de l'administration, il a dit qu'on devait réhabiliter aussi les bâtiments administratifs. Il faut réhabiliter. Mettre les agents et fonctionnaires de l'État dans de bonnes conditions de travail. Parce qu'on attend d'eux un bon rendement. Le rendement, comme je disais, est tributaire des bonnes conditions aussi de travail. Et vous savez que d'ici là, je crois que le Premier ministre, si je ne m'abuse pas, va bientôt lancer les travaux, le projet des 145 territoires, n'est-ce pas, où il sera construit dans nos différents territoires des bâtiments administratifs. Parce que vous avez parlé ici de la réhabilitation du bâtiment administratif. Oui. Mais nous avons un bâtiment, il y a une construction d'un nouveau bâtiment ici. Où? Juste à côté du bâtiment administratif. Est-ce qu'il y a un bâtiment déjà là-bas? Non, il n'y en a pas. Un chantier qui a débuté? Au nom de la continuité des services étatiques, est-ce qu'il ne peut pas continuer avec ces... Bon, je pense que mon candidat gouverneur parle de la construction et réhabilitation du bâtiment administratif. N'est-ce pas? Là où il estime qu'il faut réhabiliter... Qui va réhabiliter l'ancien bâtiment. Nous avons un beau bijou, n'est-ce pas, qu'il va devoir réhabiliter. Parce que quand vous y entrez, il y a vraiment des endroits où il faut réhabiliter. Mais c'est un beau bijou dont est dotée la province. Le projet de la construction des 145 territoires. Non, du nouveau bâtiment lancé par Kabouya est aux oubliettes. Bon, vous savez, nous devons tenir compte, n'est-ce pas, des priorités. Et mon candidat gouverneur a présenté les priorités. Ce qui est prioritaire maintenant pour la province par rapport à l'administration. Nous avons un bâtiment administratif, n'est-ce pas? Qu'il faut réhabiliter. Ok? Mais à l'intérieur, nous n'avons même pas des bâtiments administratifs des administrateurs des territoires. Il n'y en a pas, il faut construire. Voilà pourquoi le chef de l'État a lancé le projet des 145 territoires. On doit doter, dans le cadre de ce projet ou de l'exécution de ce projet, chacun, n'est-ce pas, de nos territoires, d'un bureau, d'un bâtiment administratif. C'est pourquoi il parle aussi de construction. Nous avons pour la province du Kasaï central 5 territoires. Mais allez voir dans quelles conditions nos administrateurs du territoire travaillent. Je ne veux même pas parler des chefs des secteurs. Là, c'est encore plus grave. Quand vous allez dans nos secteurs, les bureaux des secteurs. J'ai essayé d'aller dans le territoire de Dibaya il y a 2 ans. J'ai vu dans quelles conditions nos secteurs fonctionnent. Nos chefs des secteurs travaillent. Dans nos secteurs, dans mon territoire de Dibaya. Il faut dans quelles conditions nos secteurs travaillent. Maintenant, qui est à la base? Et c'est ça la réalité. Qui est à la base du Congo profond. Qui est à la base de tout cela? Parce que vous êtes au pouvoir déjà. Non, vous savez, nous sommes là il y a 3 ans. Nous sommes là il y a 3 ans. Mais ce pays a été détruit depuis plus de 20 ans. Et là, Dibaya aussi, c'est toujours l'ancien régime. Pas seulement Dibaya, tout le territoire national. Ils ont construit combien de bureaux? Vous avez suivi suivi le montage que j'avais. Monsieur Franck, cher Franck, soyons quand même réalistes. Ils ont fait 18 ans. Même pas 18 ans, plus de 18 ans. Voilà. Parce que depuis 97 qui sont là, avec leur fameux AFDEL, ils nous ont mené des étrangers. Ils ont infiltré notre armée. Pendant plus de 18 ans qui sont là. Combien de bâtiments, nous parlons de l'administration, combien de bâtiments administratifs ont été construits dans nos territoires? Je parle d'abord de nos territoires. Combien? Dans nos territoires ici. D'accord, maître. On fait ici là-bas que nous avons consommé toutes nos minutes. Déjà? Il reste quelques minutes. Ouais. Bon, on termine déjà. Voilà. Et puis, par rapport à l'état de droit, oui, voilà. Par rapport à l'état de droit, il faut aussi assurer, n'est-ce pas, une justice équitable pour tous, n'est-ce pas? Parce que tout le monde, tous sont égaux devant la loi. Sauf ceux qui ont des privilèges de juridiction. Ah bon, là, c'est... Vous savez, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est-à-dire, quand on dit nous sommes tous égaux devant la loi, même s'ils bénéficient de certains privilèges, mais les justiciables quelque part.
Okay. Il est toujours justiciable. Lorsque quelqu'un, même s'il bénéficie des immunités ou des privilèges, quand il détourne les deniers publics, n'est-ce pas, on peut lever ses immunités et les déférer. Le déférer devant son juge naturel. N'est-ce pas? Puisque nous parlons de l'équité. Matata Pogno n'est pas justiciable d'aucune juridiction actuellement. Non, là c'était un autre débat. Non, mais parce que vous l'avez évoqué. Non, vous savez, malheureusement, je ne vais pas vous provoquer. Malheureusement, pour Matata Pogno, il y a encore beaucoup à redire. On va parler de ça. Il y a beaucoup à redire par rapport au cas de Matata Pogno. Beaucoup à redire. Je suis prêt à revenir sur ces débats-là. J'ai dit, on va parler de ça. Voilà. On va parler là, le candidat gouverneur a rappelé, n'est-ce pas, sur l'égalité de tous devant la loi. Il faut vous rappeler que la devise de mon parti, l'UDPS, Tshisekedi, c'est liberté, égalité, solidarité. Et l'égalité fait partie de notre devise. Et il est revenu sur ça lorsqu'il parle de l'égalité de tous devant la loi. Il n'y a pas de super-hommes. Il n'y a pas de personnes qui soient supérieures à la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et il a parlé aussi de l'amélioration des conditions des détenus. Quand on est dans nos prisons, n'est-ce pas, vous voyez dans quelles conditions les détenus, qui ont aussi droit à la vie, dans quelles conditions ils vivent. Ça, ce n'est que le premier secteur. Voilà qui c'est vraiment éloquent. C'est éloquent. Vraiment pratique, vraiment réaliste. N'est-ce pas? Vraiment réaliste et vraiment équilibré. Voilà, Franck. Vraiment, cher maître, merci beaucoup. Je pense que nos téléspectateurs vous ont très bien suivi. Votre candidat, tout à fait, qui avait exposé devant l'Assemblée provinciale avant-hier. Oui. Son discours, comme vous l'avez évoqué, était un discours très bien cadré. J'avais mis. Merci. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour qu'on essaie un peu de décrypter son discours, parce qu'il était objectif. Tout à fait. Il n'était pas trop subjectif. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'avais reçu pour vous, sur ce plateau, Maître Patrick, qui est un partenaire pour nous, de notre chaîne. Chaque fois que nous avons besoin de lui, il est toujours là pour répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous l'avions invité pour décrypter les discours de son candidat, qu'il considère comme candidat du peuple. Là, nous sommes en train de parler de John Kabeya Shikayi. C'est lui qu'on considère comme candidat du peuple par Maître Patrick. Voilà. Non seulement les candidats du peuple, mais il est aussi l'homme providentiel. Qu'est-ce que vous dites à la population kanangaise par rapport à votre candidat? D'abord, je peux profiter de cette occasion pour parler à nos élus légitimes, les députés. J'aimerais que vous commenciez d'abord, parce que c'était ça ma dernière question. Oui. J'aimerais que vous commenciez d'abord avec la population, la population kanangaise, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que ça part dans tous les sens. Il y en a ceux qui pensent que Shikayi n'a pas construit ici. Alors il y en a d'autres qui pensent que c'est leur candidat. Tout ça passe, notre micro-baladeur était sur la ville. Qu'est-ce que vous dites concrètement à notre population? Nous disons, ne vous laissez pas distraire par les ennemis de notre province, par ceux-là qui ont géré la province depuis des décennies. Mais la province est restée dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. La province ne s'est jamais développée. La province connaît un contexte socio-économique défavorable depuis tous les temps qu'ils ont été à la tête de la province. Ne vous laissez pas distraire par les détracteurs, n'est-ce pas, du pouvoir, n'est-ce pas, en place. Ne vous laissez pas distraire par les ennemis qui n'aiment pas notre province. D'accord. Maintenant aux députés, professeurs, les électeurs. Mais plutôt, il faut dire aussi à la population que nous devons, comme un seul homme, nous mettre ensemble pour soutenir l'homme providentiel, le candidat du peuple, Excellence Kabeya Shikayi John. Voilà. Et à nos élus légitimes, voilà, nos députés, nous disons que l'heure est venue où nous devons faire opérer un choix. Et l'unique choix, le choix qui va concourir au salut de cette province
en voyant être matérialisée la vision du chef de l'État, c'est Kabeya Chikai John. Merci beaucoup. C'est par cette note que nous bouclons cette tranche. Merci. Je vous demanderai de pouvoir vous abonner massivement à notre chaîne. Merci. Je dis merci à notre équipe technique qui était chapeautée par King Mboshi et Stani. Je vous dis sincèrement merci.